Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous avons 2 jours aux îles Westeralen. Il nous reste 2 ferries à prendre. Le cap Elksnes nous reçoit ensoleillé. On entreprend une rando tardive sur le Kepen. Avons-nous dit que nous sommes ici pour les aurores boréales? Nous sommes assez pressés depuis notre débarquement à Oslo. Tellement qu'il nous reste un peu de temps pour les îles Westeralen. Les prévisions d'aurore boréale sont moyennes. Nous décidons de chercher un endroit dégagé de lumière. Notre choix tombe sur la presqu'île d'Elksnes. Pour y arriver, il faut d'abord partir de la terre ferme à Bognes vers le nord. Le trajet vers le Dingen nous mène droit dans les îles Westeralen. Ce ferry ne fait plus partie du Kistriksveien. La traversée dure plus d'1 heure et on a des vues merveilleuses sur les îles Lofoten au nord-ouest et des montagnes impressionnantes à l'est. Nous payons le prix standard de 233 couronnes norvégiennes pour un véhicule jusqu'à 6 mètres de long. Le navire est âgé, 1993, mais il est fonctionnel. C'est un ferry classique à pont fermé et propulsé par un moteur diesel. Le ferry n'est rempli qu'à moitié. Les véhicules sont à moitié des camping-cars et à moitié des transports professionnels et des artisans. Nous avons quelques kilomètres de route pour rejoindre le deuxième passage en ferry à Flesnes. Un peu au nord de Le Dingen, nous rejoignons la route 10 qui traverse les îles Lofoten d'est en ouest. À Kangstad, on monte le long de Innerfjorden vers le nord et on traverse un col dans la vallée Osterdalen. Les montagnes sont impressionnantes, mais elles ne dépassent pas 400 mètres d'altitude. On quitte la route 10 à partir de Gulsfjordbotn et on continue vers le nord, tout en restant toujours sur la rive ouest de ce fjord. On arrive donc à Flesnes. Nous voyons que nous avons 1 heure d'attente. L'embarcadère est en travaux, il n'est pas agréable d'attendre ici. On continue donc le long de la route vers le nord. La section goudronnée s'arrête vite au-delà. Ne suivent ensuite que des accès à des maisons. Mais on trouve quand même un endroit un peu vague en bord de mer au nord de l'école. C'est la partie nord du delta de l'estuaire de la rivière Storelva. L'endroit se prêterait à passer la nuit si on ne trouve pas mieux. Le ferry de Flesnes à Revsnes n'est pas une liaison nécessaire car on peut aussi contourner les montagnes en passant par la ville de Harstad. Ici on photographie notre plaque pour payer par Ferrypay. L'horaire n'est pas très dense. Le ferry passe en diagonale sur le Gulsfjord et la base de l'Osterfjord. Le trajet dure environ 30 minutes. Nous payons le prix standard de 109 couronnes norvégiennes pour un véhicule jusqu'à 6 mètres de long. Les pictogrammes laissent comprendre que nous sommes dans une région rude, du moins météorologiquement. Un signe spécial interdit d'entrer avec des crampons d'alpinisme. On rappelle aussi qu'il est impossible de payer par espèces. Derrière le hameau de Flesnes se trouve la montagne Stortinden haute de 502 mètres. Le Gulsfjord a des allures d'un vrai fjord long, profond et entouré de hautes montagnes. Mais cela trompe. La largeur est ici d'1 kilomètre, la profondeur de 100 à 200 mètres et les montagnes visibles restent sous les 1000 mètres. Le débarquement est rapide. Bien que nous soyons sur une île, et que nous passerons les 2 semaines suivantes sur les îles Lofoten, c'est aussi notre dernier ferry pour l'instant. Il nous reste encore une bonne heure de route pour atteindre notre destination sur le cap d'Elksnes. Nous avançons jusqu'au bout de la presqu'île d'Aun, cela signifie que nous devons redescendre plus de 300 mètres de dénivelé. Cela a au moins l'avantage de nous ramener au soleil car la route en descente est orientée plein nord. Le cap Elksnes sera le point le plus septentrional atteint durant ce voyage, 68,92 degrés nord. Il fait encore chaud au soleil, mais à l'ombre, les températures descendent au-dessous de 10 degrés Celsius à la fin de l'après-midi.
La route nous fait plonger du plateau à Unfielet vers la côte de Topsundet, c'est le passage maritime entre cette presqu'île au sud et l'île de Gitoya au nord. La masse de terre au large est l'île Andoya avec sa partie plate et marécageuse en Miran au centre. Andoya forme l'île septentrionale des Vesteralen. Bien que la presqu'île Aoun soit très rocheuse, on trouve une plage circulaire entre le double cap Raten à l'extrémité nord. Non loin de la plage s'arrête la route publique non goudronnée ici. Toutes les autres routes sont privées et barricadées. Ainsi on ne peut avancer qu'à pied sur la partie ouest du cap, Vestre Raten. La plage est paradisiaque, le vent est faible. Mais nous ne sommes pas enclins à prendre un bain. L'eau de la mer n'a que 12 degrés Celsius et l'air ambiant n'est pas beaucoup plus chaud. La plage circulaire vue d'un peu plus haut. Nous partons à pied sur la pointe ouest. Elle est marquée de ruines et d'un kyste fort, ce qui signifie simplement fort côtier. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Les ruines circulaires rappellent des bases d'artillerie. L'état du mortier fait aussi référence à la Seconde Guerre mondiale. Le reste des installations est aussi typiquement guerrier et défensif. Tranchées et tunnels peu naturels dans le granit cachent bien quelque chose. Au point le plus haut se trouve un blockhaus. C'est bien une installation du mur de l'Atlantique des Allemands nazis qui défigure encore de nos jours les côtes de Biarritz jusqu'au Cap Nord. Cette longue ligne défensive côtière est mise en œuvre dès la fin de 1941 et à peu près opérationnelle dès 1943. Elle porte ici aussi le nom de forteresse norvégienne. Un kyste fort n'est donc pas une ruine romantique du XVIIe siècle, mais une installation militaire allemande. Où que l'on aille, on tombe toujours sur les restes des fichus nazis. Durant la dernière semaine, on les a vus dans le musée du chemin de fer à Hamar et au camp de concentration de Bergen-Belsen. On remonte vers le plateau. Une zone d'évitement un peu plus haut permet de s'arrêter un court instant et de contempler ce panorama typiquement norvégien. On a à gauche au fond l'île Andoya des Vesteralen, devant l'île Grytøya et à droite on voit la crête principale avec la frontière suédoise. On retourne au parking du col. Nous voyons que la crête sommitale appelée Kepen n'est que 125 mètres plus haut que le parking. D'en haut, on devrait avoir une vue d'ensemble. Nous nous lançons en dépit de l'heure tardive. On aurait des frontales et des chaussures de randonnée, mais on laisse tout au camion car on court littéralement pour arriver au sommet. Il faut traverser des plateaux marécageux, des bosquets et même grimper sur quelques roches. Kepen est un dos allongé avec une surface relativement plane. Dans la crête de la presqu'île se trouve une autre montagne nommée Elgen. On peut y monter par un chemin qui part de la chapelle Ansegedes-Mine près du cap. De l'autre côté de la crête se trouve logiquement un autre bras de mer. Il n'est pas bien long, mais il porte quand même le titre de fjord, c'est le Kasfjord. Nous redescendons rapidement de peur de ne rien voir quand la lumière disparaît complètement. Mais nous sommes encore plus rapides à la descente car nous trouvons le bon chemin qui évite les marais humides. Nous sommes sur Aunfjellet dans les îles Vestrales pour voir des aurores boréales. Nous en voyons, mais nous nous y prenons très mal. On n'a même pas préparé les caméras. Tout cela est dû à ce voyage un peu hâtif jusqu'ici. Nous nous déplaçons tard le 3 septembre 2022 encore une fois du parking vers l'endroit où la route Aunfjellveien plonge vers la côte. De cet endroit on voit vers le nord et il n'y a aucune pollution lumineuse directe. Il reste un peu de lueur du soleil à l'ouest, mais les premiers rayons lumineux verts apparaissent. Les aurores devraient être bien visibles le 3 septembre 2022, surtout que le ciel est sans nuages. Pourtant nous ne voyons pas grand-chose. Nous redémarrons le trafic, pourtant bien garé pour voir vers le nord. Dans le seul grand virage, nous voyons une voiture garée en plein milieu de la route et des gens qui regardent en haut. Nous faisons pareil et le spectacle est incroyable. Le ciel au-dessus de nous est plein de couleurs vertes et de couleurs rouges et violettes, le tout bouge assez vite. Cela ne dure pas longtemps. Les autres gens repartent et nous réalisons notre erreur, nous sommes à près de 69 degrés nord. Or,
L'intensité maximale des aurores boréales est à ce moment à 67 degrés nord environ. C'est-à-dire que l'on ne voit rien quand on regarde vers le nord. Il faut regarder juste au-dessus de soi et même un peu vers le sud. On revient le soir vers le parking, on mange, puis, on en revoit. André ne prépare la GoPro que dans le mode nuit. Ce mode optimise l'entrée de lumière et le temps d'exposition peut atteindre 8 secondes. Il faut donc obligatoirement utiliser un trépied. Les aurores sont finalement assez lentes pour que les 8 secondes ne posent pas de problème. L'ouverture grand angle est d'ici, car normalement avec ces longs temps d'exposition, les étoiles se transforment en traits. Les résultats photographiques de la GoPro 9 sont normalement assez médiocres par manque de lumière. Le mode nuit visait sans doute plus les photos de ville de nuit, mais la situation avec les aurores boréales est finalement assez similaire. Aucune photo de cette page n'a subi des modifications en aval. L'intensité diminue beaucoup à minuit, le froid et la fatigue nous forcent dans le lit du trafic. Il nous reste une dernière journée dans les îles Vesteralen sans pour autant être dans la zone la plus connue. On a assez randonné hier et on a des cannes à pêche avec nous. On cherche généralement des pointes exposées au courant marin. C'est un peu problématique dans les fjords imbriqués où nous sommes, mais nous voyons clairement le courant le long de la côte. C'est finalement au fjord Gratangen que nous trouvons des rochers propices. Mais même après 3 heures de pêche, nous rentrons les mains vides. Le 5 septembre 2022, nos 2 autres coéquipiers sont dans l'avion d'Oslo à Narvik. La journée est maussade, André et Nicolas se mettent en route pour les chercher à l'aéroport. Il faut passer le grand pont Tjelsundbrua. Les nuages passent en partie sous le pont. La lumière est hivernale. L'aéroport de Narvik se trouve à Evenes et c'est aussi un territoire sami. Nous chargeons Alex et Frédéric et on commence aussitôt l'exploration des îles Lofoten. On commence par explorer l'épave d'un navire en bois. Nous sommes sur l'île Austvageøya. Le navire avait été construit en 1920 à des fins de recherche scientifique pour la prospection de pêche. Cependant, lors d'un service en 1931, on découvre des graves corrosions. Ce navire reste à Hadsel dans les Vesteralen en tant que barge pour le transport de sable sous la propriété de Morfjord Betongvarefabrik à Sverengen. Après une tempête, le navire s'échoue en 1976 là dans le Morfjord. La photo de l'épave encore en assez bon état en 1988 se trouve dans le journal sur l'histoire de la navigation norvégienne Skipet. Le navire de recherche Johan Hjort dans sa version originale à la fin des années 1920. Photo par Norges Fiskerimuseum Vestbergen. Non loin de l'épave se trouvent les dépaysantes dunes de la réserve naturelle de Morfjorden. Le sable est mouillé, donc dur, mais sinon c'est digne d'un vrai désert. Nous sommes donc déjà sur les îles Lofoten. On a loué une maison au centre de l'archipel à Napp et nous la rejoignons maintenant. Ce tunnel se trouve avant Svolvær. Il nous reste encore un peu de route. La vidéo suivante est consacrée à la maison où nous restons 2 semaines. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.